Ce programme vous est présenté par Orchestra, la plateforme loisirs. Au sommaire des ateliers d'IFTM, quelles conséquences pour les agences de voyage suite à la décision du gouvernement d'interdire ou presque tout déplacement à l'étranger? Quid des aides de l'État et des remboursements de billets? Quels sont les scénarios de reprise? Faut-il défendre le principe d'un certificat sanitaire digital? Toutes les réponses sont en compagnie de François-Xavier Iznik et ses invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM. La décision du gouvernement d'interdire ou presque tout déplacement à l'étranger est une nouvelle épreuve évidemment pour les agences de voyage. Comment affrontent-elles la situation? Comment anticipent-elles la reprise à venir? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités du jour. Et je commence par le plateau. À mes côté, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Abitbol, président de Marieton et du réseau Selectour. Bonjour Laurent. Bonjour. À ma droite, on retrouvera Nicolas Brumelot, président fondateur de Mr Fly. Bonjour Nicolas. Bonjour François-Xavier. Et puis en distanciel, on a le plaisir de retrouver Adriana Minkela, présidente du CEDIV. Bonjour Adriana, vous nous entendez bien? Bonjour Monsieur François-Xavier, bonjour à tous. Bonjour Adriana, et puis vous serez accompagné également à distance par François Piot, PDG de Prêt à Partir. Bonjour François. Bonjour à tous. Alors on ne perd pas de temps, on ouvre tout de suite notre première rubrique, la phrase du jour. Le principe de base, c'est qu'il ne faut plus voyager. Voilà ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le 25 janvier 2021. Laurent Abitbol, cette phrase était annonciatrice finalement de la décision du gouvernement quelques jours plus tard. Quand cette décision d'interdire ou presque les voyages est rendue publique, fin janvier, vous en êtes où Laurent? Vous êtes au fond du trou ou vous faites un peu d'activité dans les agences de voyage? On fait un peu d'activité, au fond du trou, oui, parce que notre activité ne marche pas, évidemment, comme tout le monde. On ouvre les agences de voyage février 3 jours par semaine, 3 fois 3 heures pour être présent. Le business travel marche à 20%, donc on est à peu près à 5% touristes, 20% business travel. Voilà, ça fait 18% de chiffre d'affaires par rapport à 2019. 18%. Et en janvier, vous étiez à combien? Alors en janvier, le tourisme est monté à 52-53%. J'avais pris la décision en janvier d'ouvrir les agences tous les jours. Normalement, lundi, samedi, ça a marché, 53%. J'étais content jusqu'au discours de M. Castex. Et oui, donc on a vu évidemment qu'en l'espace de quelques jours, tout s'effondre à nouveau. Adriana Minkela, c'est évidemment un coup dur pour les agences. Aujourd'hui, Adriana, est-ce que les aides de l'État couvrent l'ensemble de vos charges ou pas? Est-ce que vous réclamez aujourd'hui d'autres aides pour passer cette nouvelle épreuve? Alors, on va faire une distinction entre les petites agences, enfin là où il y a un seul salarié ou une seule personne présente, et les agences de taille moyenne qui ont des gros investissements, puisque, comme vous le savez, se retrouver sans activité, ce n'est pas pour ça que nous, on ne travaille pas. Donc, on a évidemment des charges conséquentes, on a des loyers conséquents, et il faut absolument que nous soyons également aidés sur les frais fixes. Ça ne suffit pas d'avoir un fonds de solidarité. On n'est vraiment pas suffisamment couvert dans la mesure où, depuis le mois de mars 2020, nous n'avons eu pratiquement pas d'activité. Il y avait une reprise et le 14 janvier, tout s'est de nouveau arrêté. Donc on demande à ce que le plafond des 1 million d'euros saute et qu'on ait exactement les mêmes aides que toutes les salles de sport et les restaurants. Même si aujourd'hui, nous ne sommes pas fermés administrativement. Bon, on va suivre ça évidemment avec attention. Nicolas Brumelot, vous avez été très actif au printemps dernier sur le front des billets non remboursés par les compagnies aériennes. Alors évidemment, les volumes n'étaient sans doute pas les mêmes en janvier, mais comment se passent là les remboursements des billets annulés depuis les annonces de Jean Castex le 29 janvier?
annulés? On a repris un deuxième coup sur la nuque. C'est 300, à notre échelle à nous, c'était 350 000 billets annulés entre le mois de mars, 1er avril on va dire, et 31 décembre. C'est 38 000 billets par mois qu'il a fallu traiter en annulation puis en remboursement. Et le mois de janvier, avec 20% d'activité, même niveau que le groupe Marieton, on se retrouve à annuler de nouveau toutes ces inscriptions qu'on avait fait au cours de l'hiver, notamment lorsque il était possible de nouveau de voyager vers les fêtes de fin d'année. Et donc on annule, toute proportion gardée, aujourd'hui environ 6 000 billets par mois, ce qui est énorme parce qu'on a moins de personnel pour les traiter et que c'est environ un tiers des inscriptions qu'on enregistre tous les mois. Et les compagnies les remboursent un peu plus facilement qu'avant ou pas? Il y a du mieux et du moins bien, et il y a du statu quo. Il y a des compagnies qui, effectivement, aujourd'hui remboursent bien. On va citer certainement les majors, les compagnies du Golfe, les Qatar, les Emirates, Air France. Le remboursement automatique, comme on l'appelle, qui permettent aujourd'hui d'obtenir un remboursement. Et on sait que c'est juste une question de traitement BSP, mais qu'on aura le remboursement. Et il y a des compagnies qui ne remboursent peu ou pas du tout. Des compagnies qui sont en situation financière délicate. On prend les Thai Airways, on prend des Air Mauritius, qui sont placées sous un régime de sauvegarde des entreprises, donc qui, elles, ne remboursent pas. Des Air Malta dont les caisses sont vides. J'ai vu un peu plus tôt dans la journée qu'ils avaient fait une année bénéficiaire de résultats au cours des 19 dernières années. Donc forcément, pour rembourser des billets, le cash, il a servi à combler des pertes. Donc eux ne remboursent pas. Et puis, il y a celles qui s'améliorent sous la pression. Le groupe Marieton fait aussi beaucoup de pression et les gros aident énormément à faire plier les compagnies aériennes parce qu'on représente en distribution pour obtenir ces remboursements pour le compte de nos clients, parce que cet argent revient aux clients. Oui, tout à fait. Et les compagnies voyous dont Laurent parle souvent, en effet, sur les plateaux télévision. François Piot, il y a quelque chose dont on parle assez peu, c'est que de nombreux salariés quittent ce métier un peu découragés de ne pas faire grand-chose depuis presque un an, démoralisés aussi par l'absence de visibilité. Comment on fait là aujourd'hui pour manager ces équipes dans cette situation très particulière? Et d'abord, soyons clairs, je parle bien de démission et non pas de licenciement aujourd'hui. Alors tout à fait, oui, c'est vraiment une situation qu'on n'a jamais rencontrée. C'est-à-dire que chez nous, on avait environ 240 collaborateurs avant le Covid et on en a déjà perdu une quarantaine. Sur ces 40 départs, il y a eu évidemment quelques non-reconductions de CDD. On a eu aussi 3 licenciements économiques suite à des fermetures d'agences, des agences qui étaient déjà malades avant le Covid et que le Covid a permis de faire survivre quelques mois. Mais globalement, on a beaucoup de départs. Et à chaque fois, ce sont des cas particuliers. C'est des gens qui quittent la profession. Ils ne vont jamais, évidemment, travailler dans l'agence d'en face. Ils quittent pour aller s'occuper des enfants, pour changer de métier, pour prendre de la distance vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de la profession. Et ça, c'est assez dramatique pour plusieurs aspects, parce que d'une part, c'est des gens qu'on perd. On perd des compétences, on perd des talents. Dans leur situation est une situation de souffrance. Ils quittent un métier qui en général, il faut de la passion pour faire ce métier. Donc ces gens nous quittent souvent avec de la souffrance. Et puis, évidemment, le jour où il y aura une reprise, quelle que soit son ampleur, ces gens vont nous manquer. Donc on est paradoxalement dans la situation où on cherche tous à faire des économies. Elles sont réelles. On est aidés, même si ça ne suffit pas. Et bizarrement, on doit en même temps penser à faire des embauches de façon à pallier tous ces départs, parce que sinon, on ne pourra pas bien servir nos clients. Oui, il y a une vraie ligne de crête, en effet. C'est pas évident de manager dans une situation, évidemment, qui est nouvelle, absolument inédite pour tout le monde. Alors, on va évacuer les mauvaises nouvelles, les sujets qui fâchent avant d'essayer de se projeter. C'est notre deuxième rubrique en chiffres. Alors vous le voyez s'afficher à l'écran, 1 milliard d'euros, telle serait la somme totale des avoirs consignés par les agences de voyage depuis le déclenchement de la crise le 14 mars 2020. À partir de septembre prochain, les 18 mois de l'ordonnance qui permettait aux agences de voyage de conserver les avoirs des clients seront écoulés et les clients seront en droit de réclamer leur dû. Alors Laurent Abitbol, une question simple, est-ce que c'est une situation qui vous inquiète? Comment avez-vous gérez ces avoirs chez Havas Voyage et qu'en est-il aussi chez Selectour? Alors, dans le groupe Marieton, Havas Voyage est partie de Selectour. Nous avons
souvent remboursé les clients. Nous n'avons pas entendu la fin. Certains ont voyagé, très peu puisqu'on ne peut pas voyager. Les gens acceptaient gentiment de reporter. Et je pense que 100% des avoirs, on en a remboursé nous, à peu près 35%. Il y aura 25% ou 30% qu'on va rembourser en cash et le reste, ça sera des reports. On n'a pas eu de problème. Alors chez Sectour, chaque agence est patron de son agence. Donc c'est à peu près la même chose. Je n'ai pas vu de catastrophe énorme dans les remboursements. Donc a priori, cette date de septembre ne vous inquiète pas plus que ça? Non. Adriana Minchella, au-delà des avoirs, il y a aussi les prêts garantis par l'État, les fameux PGE qui pour certains auront du mal à être remboursés. Peut-on craindre de la casse, des faillites, des licenciements une fois que l'État aura retiré sa perfusion? Si je me fie à ce qui s'est passé en ce début d'année, on a accompagné les agences de sorte qu'il n'y ait pas trop de casse. Celles qui avaient véritablement des difficultés ont arrêté leur activité dès le début de l'année. Et on se rend compte que la plupart ont sanctuarisé les acomptes des clients et les PGE sont bloqués dans leur banque pour rembourser les acomptes clients. Je pense que les agences qui ont été accompagnées pendant tous ces mois ne feront pas trop de casse. Maintenant, tout dépend de ce qui va se passer au niveau du gouvernement et des aides, de quelle sorte elles vont encore être déployées et comment nous allons être accompagnés jusqu'à quand. Tout dépend, évidemment, à quelle date se fera la reprise. Et si je me fie un tout petit peu à ce qui s'est passé en termes de renouvellement d'adhésion, aujourd'hui, 80% des agences ont renouvelé et donc continuent à se battre. Moi, je pense qu'il faut rester optimiste. Tant que les aides fonctionnent, les PGE sont bloqués en banque pour la plupart. Ça devrait le faire. On ne devrait pas avoir véritablement trop de casse. Surtout que nous sommes engagés pour la plupart sur nos biens. Donc, ça devrait permettre aux agences de s'en sortir pour celles qui ont organisé véritablement les reports et les avoirs de sorte que les clients sont protégés. Oui, pas trop de casse en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Nicolas Brumelot, on imagine difficilement le business revenir à des niveaux antérieurs, tout au moins à court terme. Et on en reparlera un peu plus tard d'ailleurs dans cette émission. Mais en tout cas, il va donc falloir redimensionner, partir à la chasse aux coûts, licencier, comme vous avez d'ailleurs fait vous-même ces dernières semaines. C'est inévitable d'en passer par là? C'est un acte de gestion. L'activité, comme le disait Laurent, ou chez nous, l'activité a chuté de 80% depuis un an. On ne peut pas rester les bras croisés. Donc forcément, il faut ajuster d'une part la structure de l'entreprise, les coûts de structure de l'entreprise avec les revenus qu'on génère et aussi avec les perspectives de revenus qu'on anticipe de générer pour les prochains mois et les prochaines années. Vous disiez qu'on n'allait pas retrouver les niveaux de 2019 tout de suite. Non, c'est évident. Donc il faut bien aussi adapter. On a une structure chez nous pour gérer une activité lors d'un volume d'affaires de 700 millions d'euros. On sera passé à 200 millions d'euros en 2020 et on n'anticipe pas de retrouver les niveaux de 2019 avant 2 ou 3 ans. Donc forcément, il y a une nécessaire phase d'ajustement et donc malheureusement de devoir réduire les effectifs comme on l'a fait, vous l'avez signalé très récemment. François Piot, vous avez fait part récemment d'une agression physique d'un de vos salariés par un client. Les avoirs, les billets annulés, non remboursés, tout ça, évidemment, crée de la tension en agence. Le lien de confiance est-il rompu aujourd'hui entre le client et les agences de voyage? N'est-ce pas là, en tout cas, François, l'un des grands défis des agences de voyage, une fois que la reprise sera là, essayer en tout cas de regagner la confiance des consommateurs? Alors oui, tout à fait. Déjà, on a en effet eu un de nos conseillers voyage qui s'est fait agresser par le fils d'une cliente à qui nous n'avions pas encore remboursé le billet d'avion. On parle d'un billet d'avion à 300 € et je pense que là justement on touche du doigt ce que le Covid révèle sur notre société. Moi, je ne fais pas partie des optimistes de ceux qui pensent que grâce au Covid, on va vivre mieux, on va vivre de façon plus écologique et on va vivre de façon plus réelle. Donc, je pense que justement, cette crise, elle démontre toutes les mesquineries de la société, toutes ses limites et toutes les tensions qu'il peut y avoir en ce moment. Je pense qu'il faut vraiment rendre un hommage profond à nos équipes qui, depuis un an, en prennent plein la figure. On a beaucoup de femmes dans nos équipes qui se font insulter, sans que ça aille évidemment et heureusement jusqu'à des violences physiques, mais elles se font insulter, piétiner, humilier, et ça, il faut dire stop. Il faut dire stop. Alors,
Non, c'est pas la reprise qui va entraîner le fait qu'on va reprendre le lien avec nos clients, parce que depuis le 17 mars, on n'a jamais perdu ce lien. Ça a été essentiel pour nous qui sommes un réseau de proximité, qui voulons une véritable relation empathique, humaine, personnelle avec nos clients. Donc la reprise, ça va être la continuité de ce lien que nous avons gardé. En permanence, nous avons été en lien avec eux, que ce soit par mail, par téléphone, et puis aussi pendant que les agences étaient ouvertes, même si elles l'ont été peu dans l'année qui vient de s'écouler. Mais ce lien qu'on a voulu garder coûte que coûte, j'espère bien qu'on va en toucher sinon les dividendes, au moins la reconnaissance de la part de nos clients dans les mois qui viennent. Merci, on se retrouve tout de suite après ces belles images de notre partenaire La Plagne. Bien, nous voici de retour sur le plateau. On va essayer de se projeter sur les semaines et les mois à venir, tenter de savoir en tout cas à quoi va ressembler cette année 2021. C'est notre troisième rubrique. Demain, quelle reprise ? Laurent Abitbol, quels sont vos scénarios de reprise, sachant évidemment qu'Havas Voyage comme Selectour ont aussi une activité voyage d'affaires importante et que dans ce secteur, en tout cas, les perspectives ne sont pas très réjouissantes. Alors, les budgets pour 2021 ne sont pas terribles. Pour le business travel, on parie sur un 30% de 2019, toujours 2019, j'avais 2020, 30%. Et on pense que le tourisme reprendra seulement à partir de la fin de l'année, octobre, novembre, décembre peut-être. On pense avoir un pack raté, un pack moyen, et on pense un été tout à fait quelconque. Voilà, donc pour nous, la vraie reprise, j'avais toujours dit, même à l'époque, la vraie reprise, ça serait fin 2021. La vraie reprise fin 2021. Adriana Minkelao, Cédive, on est très orienté loisir-tourisme, c'est plutôt une chance aujourd'hui. Comment voyez-vous les semaines et les mois qui viennent ? Alors, je vais rejoindre Laurent. Pour moi, la reprise, c'est plutôt septembre. C'est difficile. Alors, c'est vrai que nous sommes des agences indépendantes, que très souvent, nous sommes nous-mêmes les agents de voyage, à la fois patron et évidemment le commercial de l'agence. Donc, c'est plus facile, évidemment, de se remotiver. On a besoin de se forcer la main, de se booster, de se bouger. Alors, on accompagne les agences à cette reprise. On les a préparées. Alors c'est vrai que l'année dernière, on avait plutôt travaillé sur le domaine de la France. On avait lancé une marque, La France, ça vous parle. Cette année, on a décidé de la réactiver, de la travailler beaucoup plus en amont et peut-être de faire en sorte d'aller chercher les clients qui ont encore des avoirs chez nous pour les repositionner sur les séjours en France. Donc oui, on est optimiste pour une reprise septembre, octobre, pour les voyages plutôt fin de l'année. Et on s'occupe, évidemment, l'esprit pour faire revenir nos clients le plus possible dans les agences sur une production France.
Nicolas Brumelot, 3 questions. 1, chez Mr Fly, quels sont aussi vos scénarios de reprise? Vous tablez sur quel volume d'activité par rapport à 2019? 2, quelles sont les destinations qui devraient reprendre en premier? Et puis 3, la reprise de l'aérien, puisque vous vendez beaucoup de billets d'avion. Est-ce que cette reprise va se faire par le prix? Alors, sur la première question, le scénario de reprise, c'est important, c'est le moment auquel on a fait ces prévisions. Nos dernières prévisions à nous datent du mois de décembre, donc il faut repasser dans ce contexte-là. Aujourd'hui, est-ce qu'elle serait différente ou pas? Je ne sais pas, parce qu'on ne refait pas des prévisions tous les mois ou à chaque décision. Donc notre scénario de reprise à nous, c'est une reprise progressive à partir du printemps. Et comme l'a dit le président Macron, et d'autres d'ailleurs, c'est le vaccin qui permettra de redonner une normalité au monde et aux gens de revoyager. Donc notre scénario, c'était une reprise progressive, une amorce de reprise à partir du printemps et un été qu'on espère en partie sauver, mais bien en deçà de ce qu'était 2019, pour ensuite, sur 2022 et 2023, retrouver les niveaux d'avant. Donc très très progressif malgré tout. En termes de destination, sur les destinations de proximité, c'est ce qu'on a vécu finalement avec le recul l'été dernier, donc sur les destinations de proximité. La France en fait partie, en particulier sur l'hébergement. 90% des hébergements que l'on vend via notre plateforme, notre moteur de recherche de réservation d'hébergement, c'est en France. Donc ça sera la France pour partie et ça sera l'Europe pour le reste. Des vols directs, les clients vont éviter d'avoir des vols en continuation avec tous les risques que ça comporte et de se retrouver bloqués potentiellement avec des vias, c'est forcément plus compliqué. Et puis on retrouvera, on espère en tous les cas, notre scénario, le long courrier à partir de l'hiver 2021. Est-ce que le prix sera un élément, est-ce que la reprise se fera par le prix? Là encore, on utilise le retour d'expérience de cette amorce de reprise qu'on a eue à l'été 2020 et le prix a été un élément clé, et toutes les compagnies aériennes en particulier, pour restimuler la demande, ont fait appel au prix et tout le yield de management des compagnies a volé en éclats et Air France la première, et l'a dit dans différentes émissions, c'est le prix qui fera revenir les clients et dans 90% des cas, ça reste le premier critère de choix des clients. Donc il y aura une lutte féroce pour stimuler la demande par le prix et ça viendra, en tout cas pour l'aérien, de la part des compagnies aériennes. François Piot, quels sont vos espoirs pour 2021? Comment prépare-t-on ces équipes à la reprise? Alors, au terme de scénario de reprise, pas de boule de cristal, donc je me garderai bien de faire des prévisions. Ce qui est important à mes yeux, c'est de garder ce lien avec nos équipes, et de façon à ce qu'elles-mêmes le gardent avec leurs clients. C'est une chaîne de liens de façon à patienter, parce que clairement, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc l'idée, c'est d'occuper les esprits, que ce soit un peu par des formations, par des contacts. On a la chance d'avoir un réseau social professionnel où on communique beaucoup. D'ailleurs, on l'a déployé il y a 4 ans chez nous et la présence de cet outil est aujourd'hui cruciale dans notre fonctionnement au quotidien. C'est un rendez-vous quotidien. Moi, chaque matin, j'envoie un texte à mes équipes qui permettent de réagir sur l'actualité, d'échanger entre nous et puis de nous tenir l'écoute, parce que c'est vraiment essentiel en ce moment. Donc, on va tenir comme ça jusqu'au bout du tunnel, jusqu'à la reprise, quand les clients vont retourner vers nos agences, nous demander des devis, des renseignements et puis faire quelques ventes. Mais en effet, chaque jour qui passe est un jour gagné sur la pandémie et qui nous rapproche du monde de demain. En tout cas, on l'espère évidemment. Laurent Abitbol, la profession, les EDV, le CETO défendent le principe d'un certificat sanitaire digital. Thierry Breton, le commissaire européen à la politique industrielle, a défendu l'idée d'un certificat vaccinal pour prendre l'avion. Est-ce que très clairement, Laurent, c'est la solution à une reprise du tourisme et du voyage d'affaires? C'est la seule solution, parce que déjà, même si nous on le fait pas, les autres le font. Donc c'est-à-dire que le monde va l'avoir. Donc si on l'a pas, on pourra voyager nulle part. Donc on n'a pas le choix. Il faudra ce passeport vaccinal que j'ai vu d'ailleurs en Israël. Ils m'ont montré comment ça se passe. C'est très bien, je l'ai sur l'iPhone. C'est très facile. Et puis avec ça, on peut voyager. On n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix de décider que oui ou non. C'est un choix mondial, ça. Donc c'est nous tous qui devons le faire, France inclus. Si la France ne le fait pas,
on est mort. C'est tout. Nicolas Brumelot, on va y arriver à ce certificat sanitaire obligatoirement ? Comme Laurent le dit, c'est une question de bon sens. Si la France ne veut pas le faire, les pays de destination le feront. Il y a des corridors sanitaires qui ont été mis en place entre pays, des couloirs aériens sanitaires. Donc c'est les prémices du passeport sanitaire qui sera le seul élément tangible qui permettra de ne plus avoir peur d'accueillir les étrangers sur son territoire. Donc c'est une question de bon sens et d'évidence. Adriana Minchela, très brièvement, votre avis sur le certificat sanitaire ? Moi, je suis tout à fait favorable. Je trouve injuste pour ceux qui peuvent voyager de les empêcher de voyager. On parle de différence. C'est aussi une différence de dire on ne va pas faire de passeport sanitaire. Et à la fois, quand on voit comment en Israël ils sont organisés, comment on pourrait déjà accueillir sans aucun doute les clients israéliens en France, je crois qu'il est nécessaire de mettre en place ce passeport sanitaire. C'est presque une obligation pour reprendre une activité, redonner l'envie de voyager aux gens et laisser chacun de nous libre de voyager. C'est ça la liberté, c'est faire le choix. François Piot, c'est vraiment un sésame de la reprise, ce document sanitaire digital ? Oui, je partage l'avis de mes collègues. C'est ce qui donnera confiance à tout le monde, même si, à mon avis, quand tout le monde sera vacciné, il y a longtemps que la pandémie sera terminée. Bon, écoutez, en tout cas, merci pour cet optimisme. On l'espère évidemment d'ici la fin de l'été, a priori. Tous ceux qui voudront se faire vacciner le seront. Donc, on espère évidemment une reprise très rapidement après à partir du mois de septembre. On a essayé en tout cas de se projeter à quelques semaines, quelques mois. On va tenter d'aller voir un peu plus loin, de se pencher sur des tendances à plus long terme. C'est notre 4e et dernière rubrique, le monde d'après. Laurent Abitbol, vous commencez ce mois-ci les négociations avec les fournisseurs pour les contrats 2022-2025. Patrice Karadec, patron d'Alpitour France, a demandé récemment une réduction des délais de paiement. On voit TUI qui, quant à lui, resserre sa distribution, module ses taux de commission. Est-ce que cette crise pandémique va rééquilibrer les rapports entre les agences de voyage et tour opérateurs où il n'y a aucune chance ? Il n'y a pas d'abord de rapport. Les rapports sont classiques entre clients et fournisseurs. Non, cher Patrick, on ne va pas réduire les délais de paiement. En plus, Patrick a un beau groupe qui a les moyens de payer normalement, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ça sera comme avant. D'ailleurs, on a fait très simple. On a fait par statistique reconduction. Donc au moins c'est simple, ceux qui veulent, et ils répondent tout de suite, et puis c'est 3 mois, 3 ans de plus. Beaucoup ont répondu oui. Voilà, donc ça ira normalement, les délais de paiement seront les mêmes, et heureusement, imaginez avec l'affaire Thomas Cook, si on n'avait pas les délais de paiement comme ça. Imaginez la catastrophe pour Sectour, pour Havas et pour Cédif, puisque c'est avec nous dans la CRF. Heureusement, on a pu rembourser tout le monde, gérer tout le monde, rembourser les groupes de tout le monde. C'est une chose qu'on laissera jamais, c'est ça. On paiera toujours après le départ. Et ceux qui ne veulent pas, comme TUI, tant pis, ils ne seront pas référencés. Mais après, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est des choses différentes. Bon, écoutez, on vérifiera d'ailleurs. On ira regarder, en effet. Adriana Minchela, cette crise va-t-elle arriver à faire ce que personne n'avait réussi jusqu'alors, faire en sorte que les agences de voyage vendent enfin la France ? Et si oui, comment, Adriana ? Alors, je discutais de ce point un peu particulier avec François tout à l'heure en aparté. Je crois que la France, il est évident que c'est un élément important aujourd'hui pour occuper nos esprits, nous redonner envie de vendre des produits, de faire revenir les clients en agence. Alors, c'est pas simple. La France, il faut l'accepter comme un produit, comme tous les autres produits, comme quand on vend un Vietnam ou quand on vend un produit lointain, un moyen courrier. Ce n'est pas facile. Il faut faire changer les états d'esprit, redonner envie aux agents de voyage de vendre la France, de les faire rêver. Donc il va falloir commencer par changer évidemment les états d'esprit, leur donner des formations, leur redonner des produits à vendre, leur donner des outils qui vont permettre une vente de produits France facilement. Alors c'est vrai que ça peut être un moyen de redonner un peu le boost pour nos équipes, qui en ont besoin. Les équipes sont démotivées et sont malheureuses de ne pas pouvoir vendre, puisqu'elles disent, nous, aujourd'hui, on est plutôt les administratifs de l'annulation et des reports. Donc, il faut recommencer à vivre, recommencer à leur donner une activité. Pourquoi pas la France ? Alors, c'est vrai que ça demande
une remise à niveau de ce produit France, une reconnaissance du produit France, faire connaître les régions. Alors nous, on est un peu comme chez François Piot, on a un outil exceptionnel, on communique entre nous, et quand il y a une question sur une région, sur un produit spécifique, on a la chance d'avoir en fait une réponse immédiate. On va pouvoir accompagner les clients d'une manière très performante sur les produits France, et je crois qu'on a réussi à générer une envie de revenir sur ce produit, et c'est une bonne chose, puisque finalement, on avait besoin d'une motivation, et on l'a trouvé avec notre portail qui va être opérationnel début mars, et avec toutes les équipes qui se motivent pour reprendre de l'activité, en commençant par la France, et on attend évidemment que ça s'ouvre, que les frontières s'ouvrent, puisqu'il ne faut pas oublier, on attend tous l'ouverture des frontières. Alors ça passe peut-être par le passeport sanitaire, ça passe par une organisation des frontières, mais en attendant, pouvoir donner une matière à les occuper, à leur redonner envie de faire de la vente, d'être des marchands de bonheur. Moi, je crois que oui, pourquoi pas par la France. D'accord. Nicolas Brumelot, je le disais, vous vendez beaucoup de billets d'avion chez Mr Fly, c'est 80 de votre volume d'affaires. Or, le transport aérien se retrouve, en tout cas, à la faveur de cette crise pandémique, au centre des critiques pour son impact écologique. L'annulation, d'ailleurs, de l'expansion de l'aéroport de Roissy-CDG est un signe fort. Est-ce que vous craignez que cela finisse par avoir un impact sur votre business ? Alors, je vais dire non. Non, parce que toutes les crises passées, et quelles qu'en soient les raisons, le voyage ne s'est jamais arrêté. Le voyage est, je pense, à peu près la seule industrie qui, de tout temps, a connu une croissance ininterrompue. Donc la pandémie y a mis un arrêt, mais pas un arrêt définitif. Et quand ça va repartir, ça va repartir. Il y a l'avion bashing, mais n'oublions jamais que les transporteurs aériens, que les constructeurs d'avions travaillent d'arrache-pied pour évidemment réduire, parce que c'est une obligation morale qu'on a tous, de réduire l'impact écologique de notre empreinte en voyageant, et que d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu le premier vol commercial, KLM, entre Amsterdam et Madrid, avec du carburant synthétique. Donc, pendant qu'il y a cette pandémie et cette crise, les avionneurs, les transporteurs travaillent effectivement à réduire l'empreinte, et qu'on le voit bien, dès qu'il y a eu l'once d'un début de possibilité de reprise, les clients voulaient repartir. On n'enlèvera jamais, c'est ce qui a apporté la paix sur la planète. Donc le voyage, on n'y mettra pas un terme. Les gens fourmillent, plus que fourmillent de revoyager, et que ce n'est pas la pollution qui le fera, parce qu'encore une fois, le problème aura été réglé, et je suis à peu près certain que, vu les moyens qui sont mis en œuvre, que d'ici 5 ans, l'avion polluera moins que les voitures au diesel. Donc il faut être réaliste, et c'est pas ça, encore une fois, qui mettra un terme au déplacement des gens, à l'envie de découvrir le monde. François Piot, pour finir, cette crise va-t-elle modifier le rôle d'une agence de voyage ? Les Français se sont rués sur Internet pendant cette pandémie. Ils ont pris aussi l'habitude de voir des agences de voyage fermées. Est-ce que l'avenir de l'agence n'est pas ailleurs que dans une boutique, mais en étage ou ailleurs d'ailleurs, avec des super vendeurs au téléphone ? Alors évidemment, je n'ai pas un avis complètement objectif sur la question, puisque je suis agent de voyage avec un réseau de proximité et volontairement très tourné vers l'ancrage territorial, avec une relation en chair en os avec mes clients pour la plupart des ventes qu'on fait. On est très peu présent sur Internet, et personnellement, je trouve que ça fait 12 mois qu'on vit sous une cloche, avec de la visio, avec des rapports sociaux qui sont limités au strict minimum. On le sent, nos clients ont une énorme soif de contact, de voyage, et ils n'attendent que ça, de revoyager. Et je pense que le lieu de l'agence peut être justement la première étape du voyage, la première étape du plaisir retrouvé, d'acheter un voyage, de faire cette expérience de découverte, d'achat. Et moi, je suis vraiment confiant dans le fait que les clients vont tous retrouver le chemin de nos agences de voyage dans quelques mois, et que probablement le commerce physique va trouver un nouveau sens dans un monde demain qui sera pas plus écologique, qui aura pas une meilleure conscience, mais qui aura besoin de consommer, avant tout de consommer, parce qu'on est privé depuis un an.
En tout cas, c'est sur cette note optimiste que nous allons refermer cet épisode des ateliers d'IFTM. J'aimerais vraiment remercier nos 4 intervenants pour aussi leur optimisme général sur cette reprise à venir, on l'espère tous. J'aimerais vous remercier, vous internautes, d'avoir suivi cet épisode et de nous suivre très régulièrement et massivement chaque semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition et pour suivre en temps réel toutes les nouveautés, le programme des ateliers de l'IFTM. Je vous invite évidemment à vous abonner aux réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à la newsletter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ce programme vous est présenté par Orchestra, la plateforme loisirs.